Et je suis assez fier, tu vois, d'être allé à l'encontre de toutes ces personnes qui me disaient, mais mec, tu fais quoi, YouTube, ça te sert à rien, t'as ton blog à côté, tu fais de la merde. Bah non, les gars, je fais pas de la merde parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier et j'en suis fier, tu vois. Bienvenue sur Peps, le podcast qui vous booste pour réaliser vos rêves, où j'échange avec des personnes passionnantes et passionnées qui réalisent leurs projets et leurs envies. N'oubliez pas de vous abonner à Peps sur toutes les applications de podcast, c'est ce qui permet au podcast de vivre, et retrouvez-moi également sur YouTube sur la chaîne Alexis Pinault. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Peps. Et aujourd'hui, je reçois un youtubeur, instagrammeur, influenceur, appelez ça comme vous voulez, mais il me semble qu'il préfère se définir comme un créateur de contenu. C'est également un très bon copain. Bonjour Julien Fabreau. Bonsoir, je parle avec le sourire, tu vois, je suis content d'être là, ça me fait plaisir. Et ben Ça moi va aussi, ça me fait très content que tu sois dans ce podcast. Non seulement pour ta casquette justement de créateur de contenu, j'ai pas faux quand je dis créateur de contenu. Non, c'est bien, tu me fais plaisir parce que j'en ai marre d'entendre les agences et les marques appeler influenceurs et ça me fait plaisir. Bravo, tu marques un point. Bon, ça va. Mais comme je disais aussi, je te connais un petit peu, donc enfin même pas mal. Du coup, c'est vrai que je sais pourquoi tu aimes pas qu'on t'appelle influenceur, mais plutôt créateur de contenu, parce que ton métier, toi, à la base, c'est de créer du contenu et c'est pas d'influencer les gens. Yes, alors, blague à part, tu dis que tu me connais très bien. Est-ce que tu peux dire comment on s'est rencontrés, s'il te plaît, parce que c'est très très marrant. Aujourd'hui, on est assez potes avec Alex, on est très très potes même. Ouais. J'ai envie que tu partages cette histoire. De toute façon, je pense qu'on va l'aborder à un moment. Mais oui, si tu veux que je la raconte maintenant ou Oui. on voit un peu quand est-ce qu'on peut la raconter. En deux mots. En deux mots, moi, je suivais Julien qui avait son blog qui s'appelait Piwi, mais tout ça, tu vas nous en parler. Et du coup, je te suivais sur LinkedIn parce que j'étais étudiant en communication, enfin en publicité. Et quand tu as lancé ta chaîne YouTube, moi, j'avais lancé ma chaîne YouTube genre 3 jours avant. Et je me suis dit, ça va être une super opportunité pour grossir. T'avais plus d'abonnés en plus ? J'avais plus d'abonnés que toi pendant à peu près les 3 premiers mois. Et en fait, je m'étais dit, ça serait trop bien de faire une collab avec Julien, parce que je savais que tu allais monter en partageant sur ton blog qui faisait pas mal de vues. Et je me suis dit, moi, ça peut aussi me rapporter des abonnés. Et en plus, c'est la même audience. Bravo. Voilà. Voilà, vous connaissez l'histoire. Et alors, ce qui est marrant, mais bon, ça, du coup, on y reviendra, je pense, un peu plus en détail, c'est qu'à l'époque, tu m'as répondu, je suis d'accord pour prendre un verre, mais je suis pas du tout à l'aise pour faire des vidéos. Et maintenant, je te retrouve dans la rue déguisé en Batman, une caméra à la main. Enfin voilà, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Et d'ailleurs, je sais pas si on va aborder ce point ou pas, mais c'est vrai que la vidéo, ça m'a quand même beaucoup apporté. J'étais quelqu'un qui était introverti à la base, ouais. Et maintenant je suis extraverti. C'est-à-dire que tu me demandes de faire quelque chose pour la caméra, je le fais quoi. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et pour terminer sur cette histoire amusante, c'est que dans le même temps, donc j'ai reçu ton histoire et celle d'un pote. Enfin, mon histoire, mon accroche. Pardon, j'ai reçu ton message. J'étais en train de dire une notif. J'ai reçu ton message et le message d'un autre copain qui s'appelle Vincent, qui est aujourd'hui ton associé. C'est ça. Et je lui ai demandé, tiens, est-ce que t'es chaud pour venir boire un coup avec moi et Alexis, alors qu'on se connaissait pas. Ouais. Et finalement, on bosse ensemble, on est tous potes, etc. Et c'est très très drôle. Exactement. À raconter. Moi, j'ai rencontré Vincent, du coup, grâce à toi. Et je savais même pas qu'il allait venir. Moi, je pensais que j'allais être tout seul à se verre avec toi. À l'époque et en fait tu vois, il y avait Vincent et on a bien sympathisé, on a monté une boîte ensemble. Aujourd'hui on travaille avec toi parce qu'on travaille dans l'influence et t'es un influenceur dans notre boîte d'influence. mais voilà, on travaille avec des créateurs de contenu et du coup parfois on travaille avec toi et c'est marrant que ce soit grâce à YouTube qu'on se soit rencontrés. Donc comme quoi, parfois, faut pas hésiter à envoyer des messages.
Exactement, exactement. Bon, c'était une intro un peu longue, je suis désolé, Non, non, mais pas mais de souci. le monde devait savoir. Pas de souci. Du coup, c'est très intéressant de parler de la partie, notamment prendre confiance en soi, etc. Je trouve que c'était une bonne introduction, ça me permet de ça. Juste avant, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et voilà. Yes. Alors, je m'appelle Julien Fabreau. On va commencer comme ça. J'ai 28 ans, tout ça, tout ça. Non, dans les grandes lignes, j'ai commencé par des études commerciales. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi, le fait de, même si on pouvait sortir, bouger, etc. J'avais quand même besoin de ce côté, tiens, je sors et je reste pas derrière un bureau. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un truc encore plus fort qui m'apportait encore plus, qui était la communication. On va dire que dans ma jeunesse, je faisais des vidéos avec mon frère, je dessinais beaucoup, je faisais des sculptures dans des poires, je faisais des maquettes, je faisais plein de choses. Et finalement, la communication, tu as différents types de personnes. Tu as les personnes créatives et tu as celles qui pensent un petit peu plus. Moi, je suis plus dans ce côté créa. Et finalement, j'ai découvert les réseaux sociaux et je me suis très vite mis à faire des créas, Photoshop, etc., dans un but de provoquer, de susciter des émotions. Donc c'est là où j'ai entamé une petite carrière de community manager chez l'annonceur et en agence. Et très vite, j'ai créé un blog qui m'a permis de vivre pendant 4 ans qui s'appelle piwi.net. Blog qui a fait au bout d'un an et demi 1 million de visiteurs mensuels. Ça permettait de mettre en place des premiers partenariats avec des marques, Mhm. de générer un petit revenu AdSense confortable, etc. Et finalement, ça a été mon premier pied dans l'influence. Et un beau jour, puis oui, ça s'est un petit peu essoufflé. On va dire que l'apport de trafic, il était à 80% social. Donc, quand il y a eu des mutations d'algorithmes, notamment sur Facebook, au profit des vidéos, au profit de plein de choses, ça a cassé mon business. Et il a fallu que je me remette en question parce que puis oui, ça s'est un peu effondré du jour au lendemain. Mhm. Donc, à partir de là, j'ai profité des événements, des invitations que j'avais, etc., avec les marques pour à la fois écrire du contenu pour Piwi, mais surtout lancer ce qui est devenu mon métier actuel, donc une chaîne YouTube. Et parlons un petit peu plus en détail de ça. J'ai mis à peu près 2 ans à trouver vraiment ce qui me faisait kiffer sur YouTube. C'est passé par de l'apprentissage de la photo, l'apprentissage de la vidéo. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis YouTubeur. Allez, Avant, j'étais vlogueur, donc je faisais des Mhm. vlogs et je racontais ma life à la première personne 3 fois par semaine. Aujourd'hui, je fais des vidéos qui sont un peu moins timées. Mhm. J'en sors une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et ici, j'essaye vraiment de raconter des histoires en associant des images époustouflantes faites au drone, faites au stab et faites avec ma caméra et mes différents objectifs. Et coupler ça à du storytelling pour raconter une histoire sur un sujet. Ok. Donc aujourd'hui, voilà, je suis passé de blogueur à youtubeur et vidéaste, puisqu'aujourd'hui, mon taf, à 80%, c'est de l'influence. Donc, c'est imaginer des scénarios créatifs avec des marques dans lesquels ça va m'amener en voyage ou ça va m'amener à faire des expériences assez folles, notamment l'armée, la gendarmerie, les 24 heures du Mans. Et d'un autre côté, donc 20% de mon chiffre d'affaires et de mon temps aussi, c'est de la création de contenu. Donc là aussi, je suis sollicité par des marques qui me demandent tiens, Julien, on aime bien ce que tu fais sur Insta, notamment. Insta, c'est une vitrine incroyable, formidable. Et elles veulent en fait que je crée du contenu avec mon style de créateur pour elles. Ok. Donc voilà. Juste, je précise pour ceux qui nous écoutent que annonceur, c'est en fait des marques et agence, bah, évidemment, c'est agence de communication ou agence de publicité. Comme tout à l'heure, tu as parlé d'annonceur, je préfère préciser au cas où si les personnes qui Yes. nous écoutent ne connaissent pas. Et du coup, au final, si je comprends bien, c'est pas, t'avais pas forcément comme vision quand tu étais petit, enfin ça existait même pas, d'être youtubeur ou d'être blogueur ou même journaliste. C'est un peu ta créativité qui t'a amené naturellement à faire des choix et du coup amené sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur YouTube par la suite, etc. Tu t'es toujours un Alors, peu. je pense qu'il
il y avait une petite partie dans ma vie où j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Ouais. C'était, je sais pas, l'époque de mes 10, 13 ans, Mhm. avec mon frère et ma cousine, on recréait des films avec le caméscope de la famille. On recréait Mission Impossible, James Bond, etc. Et j'avais ce petit côté foufou cascadeur qui me faisait faire n'importe quoi. Et ouais, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool et compagnie. Et finalement, bah, il s'est passé plein de choses qui ont fait que bah, j'ai pris une autre voie parce que je m'assumais pas, parce que c'était compliqué de parler aux autres, etc. Mais surtout, ouais, enfin, la vie, tu vois, c'est un livre qui s'écrit continuellement. Tu rencontres des gens, ces gens te font découvrir d'autres gens, te font découvrir des choses que tu connaissais pas, et tout ça mis bout à bout, bah, t'amène sur des chemins qui t'étaient limite inconnus. Tu vois, quand je me suis lancé dans les réseaux sociaux et dans le community management, j'étais pas, enfin, j'avais aucun réseau social. Tous mes potes étaient sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Moi, j'avais rien. Et finalement, bah, voilà, c'est des rencontres qui ont fait que je me suis intéressé à ça. Je me suis pris de passion pour ça. Je me suis formé et je me suis retrouvé sur cette voie du social et ensuite sur la voie de l'influence qui est mon taf aujourd'hui, tu vois. Donc enfin, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, les parcours des gens. Enfin, pas nécessairement le mien, mais tout le monde, par exemple le tien. T'as commencé par faire de la magie. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une boîte d'influence. Tu vois, c'est hyper Mhm. marrant. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ça à ça? Quelle personne tu as rencontré? Bah, Je trouve ça fascinant pour en le fait. coup, enfin, je suppose que c'est la même chose dans ton histoire, mais dans la mienne, c'est clairement les gens que j'ai rencontrés, Ah, que ce totalement. soit à l'école ou que ce soit justement comme le message que je t'ai envoyé en te proposant un verre, et au final, Ouais. on peut dire que tu as changé ma vie, Julien. C'est gentil, c'est gentil. Je vais faire une bière, tiens, la prochaine fois. Et du coup, oui, tu nous parlais notamment du fait que tu n'étais pas très à l'aise avant. Ouais. Tu as même eu une période où enfin, tu étais bègue, tu bégayais. Mm. Tu en as fait une vidéo d'ailleurs, donc j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir cette vidéo pour comprendre peut-être un peu plus en profondeur pourquoi et comment justement tu t'en es sorti. Et Mm. j'imagine que c'était une période assez difficile pour toi, cette, Bah ouais, c'était hyper compliqué. On va dire que enfin, je suis toujours, enfin, est-ce que je suis toujours bègue? En tout cas, ça s'entend pas. J'accroche un petit peu, mais je me considère plus comme bègue. Mais voilà, le bégaiement, ça a été une grosse partie de ma vie entre 8 et 17 ans à peu près. Mhm. J'en suis sorti à force de travail, à force de, comment dire, à force de travail sur moi-même, sur la respiration, sur plein de choses. Mais c'est sûr que le bégaiement, enfin, j'aime bien donner cet exemple, tu vois, c'est un peu comme un iceberg, il y a toute la surface visible, donc les gens, ils t'entendent accrocher, ils t'entendent bégayer, mais il y a toute la surface invisible où ben, tu cherches tes mots. Moi, j'avais des difficultés à commencer par des A, par des E, etc. Et pour éviter de commencer par exemple, aujourd'hui, j'arrivais pas à dire aujourd'hui, à commencer par enfin, une phrase par Mhm. ça. Il fallait que je trouve genre des expressions pour dire bon, aujourd'hui ou ce jour. Enfin, Mhm. comment dire, c'était hyper compliqué. À chaque fois, tu vois, c'était un cheminement intellectuel un peu chelou. En classe, c'était compliqué. Il y avait le regard des autres à gérer, etc. J'ai jamais souffert de critiques là-dessus, donc je suis assez content parce que j'arrivais bien à le camoufler. Mais c'est sûr que ouais, enfin, c'est ce qui m'a forgé. Et tous les choix que j'ai faits, finalement, ça a été un petit peu euh, contre ce bégaiement. Mhm. Voilà, je bégayais à l'époque où il fallait faire un choix sur la suite de ma scolarité. Je me suis orienté vers du commercial. Je sais pas, mon papa faisait ça, donc je me suis dit, je sais pas quoi faire, mais j'ai envie enfin, j'ai envie de faire ça. Il y avait sûrement ce côté entre guillemets défi, le dire de tiens, je vais utiliser ma voix pour vendre. Et finalement, tu vois, tous les choix que j'ai faits, ça a été entre guillemets contre ou plutôt pour lutter ou pour me dire tiens, bah Julien, tout est possible, tu es capable de le faire. Et regarde où j'en suis. Enfin, je fais des vidéos sur Internet.
J'utilise ma voix pour tout. Je fais des conférences, je fais des Des podcasts? formations, des podcasts, plein de choses. Et tu vois, je suis hyper fier voilà, de m'avoir fait violence et de m'être dit, tiens, si tu veux réussir, si tu veux aller au bout de tes rêves, eh ben, il faut qu'il y ait rien qui t'en empêche. Et ça, tu vois, c'est c'est le plus gros enseignement que j'ai eu par rapport à, pas ce handicap, mais par rapport à ça, quoi. Et tu penses que en dehors de euh, justement de la communication, enfin parler à l'oral, etc., cet enseignement-là, ça t'est servi sur plein d'autres choses, genre des projets que tu trouvais fous et tu t'es dit, bah c'est pas grave, on y va quand même, on va essayer de les faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu te remémores régulièrement en te disant, mais en fait rien n'est impossible parce que moi avant j'étais bègue, aujourd'hui je vis de faire des vidéos sur YouTube, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, toutes les personnes qui ont un petit handicap ou quelque chose, on les voit comme des personnes faibles, mais finalement, il y a un côté revanche sur la vie. Enfin, j'ai pas envie Mhm. de dire ça non plus, mais il y a un côté, voilà, ça te développe une petite rage ou une grosse rage de vie. Et ouais, aujourd'hui, je me dis que plus rien n'est impossible. Tu me dis, va sur la Lune, je vais tout faire pour aller sur la Lune, bordel. Ah bah peut-être un jour, qui sait. Non, mais je vais y arriver, t'inquiète, je vais y arriver. J'imagine que c'était une période qui était un peu frustrante parce que, comme tu disais au début, tu es quelqu'un de créatif et puis, bon, pour le coup, je te connais aussi personnellement et c'est vrai que tu es quelqu'un de créatif. Tu as toujours des idées très créatives pour tout et n'importe quoi. Et j'imagine que, Voir un peu chelou. comment, ouais, parfois un peu chelou, mais bon, ça a des avantages aussi. Euh, Voilà, genre faire du skate électrique à deux alors qu'on est bourré. voilà, des choses comme ça. Mais bon, après, ça permet de rencontrer des gens aussi. Mais Exactement. ce que je veux dire par là, c'est que dans ta vie, ça a dû être une période assez frustrante parce que bah, quand tu es créatif, tu as forcément envie de partager ça. Et quand tu as des problèmes pour communiquer, tu es obligé de trouver des solutions, on va dire, annexes. Et ma question sous-jacente, c'est est-ce que tu penses que, par exemple, être passé par l'écrit en faisant un blog, c'était pour toi une solution pour t'exprimer sans forcément utiliser l'oral sur lequel tu n'étais peut-être pas encore très à l'aise? Ou est-ce que c'était le blog, c'est simplement un moyen que tu as trouvé et puis qui était le premier venu et... C'est une- c'est vrai que j'y ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que le fait d'écrire, sûrement, tu vois, ça a été une porte enfin, pas une porte de sortie, mais une, une, euh, une, quelque chose qui a fait que je me suis un peu émancipé. Mais je pense que toute cette partie où le Julien Favreau introverti s'est transformé en Julien Favreau extraverti, capable de, entre guillemets, tout, ça s'est fait grâce au commercial. Ok. Parce que pendant mon BTS, il fallait faire des stages. Premier stage, j'étais dans le service à la personne. Donc, bon, il fallait. Enfin, c'était quelque chose d'assez simple. Il fallait aller dans la rue, distribuer des prospectus dans les boulangeries, etc. Donc, il y avait une première approche, mais enfin, c'était simple. Mon deuxième stage, c'était chez Toshiba, donc les solutions d'impression. Et là, pendant 2 mois, on m'a enfermé dans un bureau. On m'a mis une liste de 100 personnes à appeler par jour pour décrocher un rendez-vous. Mhm. Le premier mois, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, c'était trop dur. J'ai pris énormément sur moi parce que bah voilà, j'avais ce bégaiement et c'était hyper compliqué, ça refaisait surface. Et au bout du deuxième mois, finalement, tu vois, c'est comme un entraînement de boxe. Tu prends des coups, tu prends des coups, tu prends des coups, et quand tu te relèves, tu reviens plus fort. Et c'était à ce moment-là où, putain, je me suis dit, ok, là, ça commence à signer, il commence à y avoir des rendez-vous, je commence à être beaucoup plus à l'aise. Et finalement, c'est à partir de là, tu me connais personnellement dans la vie, mais je suis très, 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 très sociable, Mhm. peut-être un peu trop avec les gens. Et je pense que c'est depuis ce moment-là, tu vois, voilà, c'est la rencontre avec les gens, cette envie de sociabiliser à chaque fois, qui ont fait que bah, finalement sur tout ce que j'ai mis en place par la suite, ça peut être les entretiens, ça peut être à l'école, ça peut être n'importe quoi.
ouais, c'était beaucoup plus facile. Et avec l'époque de Pee-wee, j'ai acquis une certaine stature. Ouais, tu vois, par exemple, j'ai fait Subdecom. Subdecom, comment dire, j'étais assez apprécié par les profs. Mhm. Il y avait ce T'avais une côté projet, reconnaissance un peu. reconnaissance, etc., qui faisait que bah, c'était Julien Fabreau, blogueur, c'était plus Julien Fabreau, simple étudiant parmi tant d'autres. Et ouais, il y a aussi ce côté mise en confiance qui t'apporte beaucoup, surtout pour un beg qui était, enfin, quand t'es bec, tu vois, comment dire, tu te renfermes vachement. Et là, le fait d'avoir une certaine reconnaissance, bah, enfin, moi, ça m'a donné des ailes et sans le côté prise de tête, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est en mode je roule des mécaniques hautes. Mhm. Mais c'est vrai que ça a vraiment participé au fait que voilà, je me suis émancipé niveau caractère, niveau humain et niveau social, quoi. Et c'est marrant parce que souvent on parle, alors c'est très générique comme terme, mais on dit sortir de sa zone de confort et j'ai l'impression que ton histoire c'est vraiment l'application même de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire on commence par vraiment se faire violence, par exemple en passant des appels téléphoniques très compliqués parce qu'on a du mal à l'oral, etc. Et au final, évidemment, il y en a qui ratent, mais il y en a qui fonctionnent. Et plus ça fonctionne, plus on prend confiance en soi. Donc notre zone de confort s'élargit. Mm. Et du coup, on est de plus en plus à l'aise, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment l'application parfaite de sortir de sa zone de confort pour l'élargir que tu nous dis là, en fait. Carrément. Mais après, tu vois, tout ça, c'est applicable à, enfin, tous les gens qui créent quelque chose, ils passent par là. Ouais. Que ça soit une société, que ça soit enfin, un podcast, que ça soit de la vidéo, que ça soit n'importe quoi. Pour réussir, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Tu vois, il y a un podcast que j'ai pas mal écouté. J'en écoute pas 50 000, mais Mhm. c'est Studio 404. Il y a un épisode, alors tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu le connais, c'est sur Cédric Grolet, Oui. qui est absolument incroyable, où il raconte un peu sa jeunesse, Je qu'il est crois que tu parti confonds avec une nouvelle école, non? peut-être Oui, Nouvelle École c'est alors. ça. Nouvelle École. Eh ben, tu vois, je l'écoute tellement que voilà, je me trompe sur le nom. Mais en tout cas, voilà, Cédric Grolet, c'est le meilleur pâtissier du monde. Ouais. Voilà, il bosse à Paris, au Mm. Meurice, rue de Rivoli. Et ce mec-là, en fait, c'est incroyable parce il est sorti de sa zone de confort. Il s'est toujours dit, tiens, bah, je veux être meilleur pâtissier, je veux réussir dans la Mm. vie. Il est parti très tôt de chez lui. Il s'est donné les moyens de réussir. Ça a été chaud au début. Et aujourd'hui, bordel, il réussit. Voilà, il a toute la reconnaissance qu'il mérite. Mm. Et je pense que des exemples comme ça, on demande aux gens de nous parler un peu de qu'est-ce qui a fait qu'ils font ce qu'ils aiment aujourd'hui. Ça passe à 99% par la remise en question. Ouais. Nouvelle École, qui d'ailleurs est un podcast qui a beaucoup inspiré celui-là. J'aimerais vraiment beaucoup aller voir un jour Antonin Archer qui a créé Nouvelle École en podcast, parce que maintenant il est sur un projet musical, etc. Donc Ok. j'espère qu'un jour il entendra, il entendra ça. En tout cas, je vais essayer de lui envoyer un mail. Mais oui, je mettrai, si j'y pense, je mettrai l'épisode en question en lien sur cet épisode, sur Cédric Grolet. Et moi, ce que je trouve très impressionnant aussi sur cet épisode, c'est que tu vois et le dépassement de soi, tu vois, le fait de sortir de sa zone de confort, et aussi la vision qu'il avait, qu'il a jamais lâchée. C'est-à-dire, il savait ce qu'il voulait, Mm. il y allait, et tous les sacrifices aussi qu'il a fait à côté, notamment au niveau de sa famille, etc., qui sont assez impressionnants. Donc voilà. Et justement, bah, ça fait une très bonne transition. Je voulais savoir, est-ce que tu as des objectifs à, on va dire, très long terme, ou est-ce que au final, tu te laisses guider par, je sais pas, des grandes lignes directrices que tu as dans ta vie? Comment en fait tu fais pour prendre les bonnes décisions sur les projets que tu veux faire ou les choses que tu mets en place? Est-ce que tu as une sorte de process intellectuel pour savoir si tu vas dans la bonne direction? Encore une fois, tu vois, il y a différents types de personnes. Il y a les personnes factuelles qui vont réfléchir, qui vont voir loin, etc. Moi, je suis plus quelqu'un qui prend ses décisions émotionnellement, à l'affect. Mhm. Je fais énormément confiance aux gens. Quand il y a une opportunité,
voilà, je me pose quand même. Hein, je suis pas quelqu'un qui va dire OK, carte sur table, on y va. Je vais quand même réfléchir un petit peu, mais ouais, je pense que je suis quelqu'un qui réagit vachement par rapport à ses émotions et aux opportunités qui arrivent, qui arrivent face à lui. Et comment dire, ouais, aujourd'hui, enfin, j'avais, tu vois, avec Piwi, j'avais vraiment, j'avais une vision Mhm. qui est un terme très fort. J'avais une vision de mon business, je savais où aller, je savais comment évoluer, etc. Avec YouTube, c'est un peu plus compliqué parce que comment dire, ta société, c'est toi. Mhm. Et toi, c'est ton business. Et finalement, c'est assez dur de trouver un business qui est lié à une personne. Donc, il y a pas mal de choses qui en découlent, etc. Il y a la formation, il y a bon, tout ce que je fais aujourd'hui, les vidéos sponsors, etc. Le placement de produits, la création de contenu. Il y a aussi le merchandising. Mais aller plus loin, c'est assez compliqué pour l'instant, même si voilà, j'ai plein d'idées dans les cartons qui sont difficilement mettables enfin, qui sont compliqués à mettre en place. Ça demande des moyens, ça demande des moyens financiers, humains, etc. Mais et je me donne une année, là, une année où j'avance dans mes projets. Excuse-moi, je te coupe un petit peu parce que je suis un petit peu malade. Tant que c'est pas coronavirus, Non, c'est bon, ça va aller. C'est bon. Euh, non, non, pas de souci. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de vision à partager, même si voilà, ça commence à se dessiner. Moi, je trouve petit à petit ma voie, tu vois, en termes de contenu, là, ça fait pas longtemps que j'ai trouvé vraiment ma patte. Et voilà, il me faut un peu de temps, donc je me donne un an voilà, pour aller, enfin, pour vraiment aller au bout de cette vision et commencer à mettre en place des choses pour pérenniser tout ça. Parce que le plus dur dans ce métier qui est l'influence, c'est vraiment trouver un contenu, pardon, trouver quelque chose qui te fera vivre quand l'influence sera morte. Hmm. Ok. Moi, j'avais quelque chose aussi que je voulais aborder avec toi. C'est euh, comment tu apprends. Parce qu'au final, tu as créé un blog et tu as, fait des choses que tu as dû apprendre, alors soit en cours, soit tout seul, je sais pas. Et comment Pas appris grand. aujourd'hui, sur ce que tu fais, qui sont des nouveaux métiers, comment tu fais pour évoluer, pour apprendre, etc. Alors, c'est vrai que je suis passé d'un... J'ai acquis plusieurs savoir-faire que j'ai pas appris à l'école ou autre. Donc, j'ai été obligé d'apprendre par moi-même. Ça, au niveau du community management, par exemple, à l'époque, il y avait pas de cours à l'école. Il y avait quelques cours de Photoshop, etc. Mais j'ai appris tout seul. En fait, j'ai eu vraiment, comment dire? En fait, c'est ça. En réfléchissant à voix haute avec toi, je pense que tout est question de déclic. Mhm. Tu vois, par exemple, Photoshop, mon frère en faisait beaucoup quand j'étais plus petit, etc. Ça m'a jamais trop attiré. Puis, à la fin de mon BTS, en fait, j'ai travaillé un an dans une startup où j'étais censé faire du commercial. Donc, j'étais en CDD pendant un an. Et finalement, je me suis retrouvé à faire des trucs un peu au niveau de la com. Donc, j'ai commencé à gérer les réseaux sociaux. C'est là où j'ai découvert ce formidable métier. Et finalement, ma vision des réseaux sociaux, pardon, c'était vraiment tourné vers la créativité. Et là, c'est là où j'ai commencé à apprendre Photoshop tout seul et j'ai eu des clics en mode, ok, c'est hyper utile, c'est un outil absolument fascinant, donc go. Et en fait, j'ai jamais trop regardé de tutos, c'est plus en fonction de ce que j'avais envie de faire. Tiens, j'ai essayé de travailler, j'ai essayé de comprendre tout seul. Et quand j'y arrivais pas, je regardais des tutos. Mais on va dire que toute la base, je l'ai appris sur le tas, tout seul, sans me former avec des formations, etc. Et ça, tu le retrouves pareil avec la photo et avec la vidéo. Mhm. Par exemple, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai commencé avec mon iPhone. Ensuite, j'avais un vieux appareil photo que tu m'as racheté d'ailleurs, Oui, c'est vrai. un Canon 700D
avec lequel je filmais absolument tout le temps en mode automatique. Mhm. Et finalement, il a suffi que Panasonic m'envoie à peu près 10 cannes matos, donc un boîtier, 3 objets, des batteries, etc., pour me rendre compte que, tiens, l'ouverture, ça permet de faire ça, la vitesse, ça permet de faire ça, et les ISO, ça permet de faire ça. Et en fait, encore une fois, j'ai eu un déclic où là, j'ai tout compris. Mhm. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis passionné pour la photo et en l'espace d'un an, je suis devenu de petit youtubeur qui faisait des vlogs à créateur de contenu, quasi photographe pro, vidéaste pro, qui arrive à vendre des vidéos institutionnelles à des marques, qui arrive à vendre pareil des photos à des marques pour qu'elles puissent les utiliser en pub, etc., avec des sessions de droit, tout ça. Donc, je me suis vraiment professionnalisé tout seul. Et en fait, le processus créatif, c'est comprendre tout seul comment ça se passe, c'est être pris de passion pour la chose, pour ensuite passer tout mon temps dessus. Encore un autre exemple, tu vois, les réseaux sociaux. Quand j'ai repris les études, donc j'ai trouvé une alternance en tant que community manager dans une école. Donc, je devais gérer la stratégie, etc. Et pour taper l'entretien, j'ai bullshité en disant non, mais vous inquiétez pas, je suis un crack en réseaux sociaux, etc. Alors que j'avais pas une page Facebook, tu vois. Mhm. Et là, en fait, pendant 3 mois, je me suis pris de passion pour les réseaux sociaux. Et j'ai passé tous les jours, peut-être 10 heures par jour, à comprendre comment marchait Twitter, à comprendre comment marchait Instagram, etc., etc. Donc en fait, j'ai pas de processus créatif, enfin, j'ai pas de processus d'apprentissage clairement défini. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie, qui me passionne, qui va faire que je vais passer tout mon temps dessus pour apprendre tout seul et pour comprendre. Il y a vraiment ce côté compréhension qui fait que je me passionne et que je deviens bon là-dedans. Tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que, moi, je me fais souvent cette réflexion en cours ou à l'école ou même lors de formation, etc. Quand on nous apprend, par exemple, le marketing digital, on essaye de nous apprendre tout le marketing digital. Or, Ouais. en fait, c'est un peu compliqué parce que déjà, ça fait beaucoup d'infos d'un coup et on n'a pas forcément besoin de tout d'un coup. On apprend surtout petit à petit, etc. Donc, c'est un peu ce que tu nous expliques là. Et ça fait aussi un lien avec le premier épisode du podcast ou avec Alex Vizio quand on parlait de créativité. Je disais que j'avais l'impression que la créativité, quand moi j'essaye de faire des photos un peu créatives, justement avec l'appareil que je t'ai racheté, et ben en fait j'essaye de mettre des contraintes. Tu vois, par exemple d'aller shooter la nuit alors que je sais pas shooter la nuit, de shooter avec tel objectif alors que j'ai encore jamais utilisé cet objectif, etc. Et le fait de se mettre des contraintes, ça va te permettre d'apprendre petit à petit. Et du coup, je trouve que ça rejoint pas mal ce que tu dis là. C'est d'ailleurs que toi, tu arrives sur les réseaux sociaux, euh, tu imagines que tout est possible vu que tu n'as pas encore appris et que du coup, tu peux tout faire. Et tu te dis, bon, ok, j'ai envie de faire ça. Et du coup, à partir du moment où tu as envie de faire ça, tu vas chercher les solutions pour le faire. Et c'est pas réfléchir à l'inverse, à savoir, ok, j'ai appris tout ça, maintenant comment je peux faire pour l'appliquer pour être créatif. Je trouve que cette façon-là Ouais, est carrément. plus compliquée, quoi. Carrément. Et ça me fait penser, tu vois, quand j'ai découvert Twitter, j'ai découvert qu'il y avait les blogueurs qui recevaient tous les jours des cartons, des cadeaux par les marques, par les agences. Et mon objectif, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter notamment, c'était voilà, j'ai lancé un premier blog qui s'appelait creativeads.wordpress.com, donc un truc bidon, Il est toujours en ligne mais ou qui me pas? permettait d'écrire, de créer déjà du contenu. Et la volonté, c'était recevoir des putains de cartons. Et tu vois, genre, allez, j'ai gagné peut-être 1500 followers, mes 1500 premiers followers en 3 mois, parce que je suis allé faire du cas par cas. Je suis allé taper donc tous les community managers, tous les gens de la com. J'aurais tous envoyé un message privé en mode coucou, je m'appelle Julien, je suis CM au sein de telle école, je fais ci, je fais ça, je kiffe ce que tu fais. Donc là, je m'intéresse à eux pour que eux s'intéressent à Mhm. moi derrière. Enfin, tout du moins pour qu'ils s'abonnent à moi. Et finalement, ça a marché. Et très vite, j'ai reçu mes premiers cartons, mes premiers cadeaux de marque. Et aujourd'hui, tu vois, on va dire que je suis allé dans le step un peu plus Mhm. loin, quoi. Sauf que
Mais, Aujourd'hui, mais c'était marrant cette époque. aujourd'hui, De donner un challenge inaccessible et de tout faire pour que ça arrive. ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que au final, tu avais un objectif qui aujourd'hui est réalisé, sauf qu'aujourd'hui, c'est eux qui viennent te voir par rapport à ta création, enfin à tes créations, et plus uniquement parce que tu leur as envoyé un message pour te faire connaître. Oui, Ouais. carrément, carrément. Ça, c'est quand même, je trouve, un élément important, c'est-à-dire que tu avais un objectif. Au début, tu y allais un peu en mode forcené, tu vois, et au final, Ouais. tu t'es donné les moyens de créer des choses. Et j'imagine même que c'est plus valorisant, tu vois. Mais même à l'époque, t'avais créé déjà un blog, etc. Donc tu faisais pas rien, tu vois. Ouais. Mais par ta création, aujourd'hui, tu te fais découvrir, alors qu'au début, c'était, bah voilà, il fallait y aller il fallait te démarcher, entre guillemets, pour se faire découvrir, quoi. Mais bon, t'étais en commerce, donc, Oui, oui, aussi, aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux lancer quelque chose sur Internet, faut déjà créer, faut déjà produire, faut avoir quelque chose. Tu vois, je reçois des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disent, oui, je veux faire de la photo, je veux faire ci, etc. Mais si tu t'entraînes pas avec les moyens du bord, sans investir, Mhm. tu peux pas savoir de un si ça te plaît et tu peux pas progresser, tu vois. Mhm. Je sais avec un téléphone, tu fais déjà des choses exceptionnelles. Les gens qui veulent commencer la photo, elles peuvent commencer avec un téléphone, au moins pour comprendre les règles de composition, comment placer un sujet, comment concevoir une image, comment raconter une histoire. Et ça, c'est hyper important. Et il y en a plein qui brûlent des étapes. Mhm. Donc, euh, donc voilà, ce que tu dis, ouais, c'est hyper important et je m'y retrouve à Ouais. 400%. Et puis surtout, ceux qui ont des téléphones, donc déjà on peut faire des choses intéressantes, mais tu vois, souvent on voit la réflexion, oui, les appareils photo ça coûte cher, etc. Bah, si tu es avec ton téléphone et que ça te plaît bien et que tu as vraiment envie d'aller un step plus haut, au final, tu vois, un appareil photo comme j'ai racheté le tien, le 700D Canon d'occasion, Mm. ça peut coûter 2 fois moins cher qu'un iPhone. Voilà, et puis des petits objectifs sympas, genre des 50 mm, etc. T'en trouves à 150 euros sur Amazon. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses, Ouais. il y Mm. a quand même des choses qu'on peut faire pour pas très cher, pour voir si ça nous plaît. Moi, là, tu vois, je me suis fixé comme objectif d'exploiter à fond le 700D avant de passer sur quelque chose au-dessus, quoi. Tu vois. Ok. Mais voilà, après, je suis d'accord avec toi qu'il faut se donner les moyens, tu vois, pour réussir à faire des choses et faut prioriser un peu parce qu'un iPhone aujourd'hui, ça coûte entre 800 et 1 400 euros, tu vois. Et au Ouais, final, est-ce que tu es plus intéressé par ton téléphone ou par la création de la photo, etc. Tu vois, bah, la question se pose. c'est sûr. Par contre, tu feras gaffe parce que le 700D, il est quand même bien poncé. Je sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais Et ben, quand il fais sera gaffe. poncé, je changerai, mais voilà, j'ai encore un peu de travail pour m'améliorer. Je maîtrise pas encore tout, mais voilà. Donc, au final, si je reprends, donc tu avais ce blog-là et tu l'as arrêté. Enfin, est-ce que tu considères qu'il est arrêté aujourd'hui ou qu'il est en pause? Il est en pause, on va Ouais, dire. c'est dur de lâcher. C'est dur de lâcher. J'ai essayé de le vendre. Ouais. Finalement, vendre son bébé, c'est assez compliqué. Mhm. Et ouais, aujourd'hui, il est en maintenance parce il y a pas mal de choses qui ont évolué au niveau enfin, des lois sur Internet. Et il y avait vraiment un trop gros travail de fond à faire sur Piwi. Puis d'un autre côté, j'ai découvert YouTube et tu vois, genre la rédaction, ça m'a fait vibrer pendant 2 ans. La troisième et la quatrième année, c'était plus compliqué. J'étais moins productif. J'ai mis des gens dessus pour écrire, etc. Et aujourd'hui, la vidéo, ça me fait kiffer, ça me fait vibrer. Et voilà, donc Piwi n'est pas mort. Piwi est dans sa phase de congélation. Peut-être que ça va ressortir un jour, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit break. On verra. Ok. On verra. Et ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que ça dépendait beaucoup du social et du coup, Facebook notamment a changé ses algorithmes qui faisaient que les liens bah, étaient moins mis en avant. C'est ce qu'on appelle le reach, la Mm. visibilité des publications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Du coup, tu étais vraiment dépendant, toi, de Facebook et de Twitter, j'imagine. Ouais. Et c'est ça qui t'a mis la puce à l'oreille. Alors, j'ai deux questions, en fait, sous-jacentes sous cette observation. La première, c'est
euh, pourquoi avoir décidé de passer sur YouTube? Est-ce que pour toi c'était un nouveau challenge, une sorte de peut-être de revanche justement sur la vie ou de en tout cas sortir encore plus de sa zone de confort? Et ma deuxième question, c'est comment tu fais au quotidien pour rester au courant de toutes les évolutions qu'il y a? Tu vois, aujourd'hui, il y a TikTok, IGTV, etc. Comment tu perçois un peu ces nouveaux formats et comment tu anticipes le fait d'y aller ou pas? Alors, pour la mutation vers YouTube, ça s'est fait assez naturellement finalement, même si j'ai une grosse partie de ma jeunesse jusqu'au lancement sur YouTube où je m'acceptais pas et je pouvais pas me faire prendre en photo ou je pouvais pas me filmer. Je faisais vraiment un blocage. C'était compliqué cette période. Et finalement, c'est à l'aide d'un pote qui s'appelle Vincent Bouvier, qui est aujourd'hui à la tête de Presse Citron, Mhm. du média Presse Citron. En fait, il m'a toujours dit, non mais mec, tu, tu fais toujours le guignol, tu t'es né pas pour faire rire, mais il y a un truc, tu vois, genre j'aimais bien quand même faire des snaps. Mhm. Je faisais tout le temps des snaps et avec l'époque de Piwi, je recevais tout le temps, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, deux, trois cartons. C'était vraiment la folie cette époque. Tu vois, ça va je sais pas, ça va de la machine à bière au téléphone, en passant par Nerf qui t'envoie un carton qui fait à peu près ta taille et qui t'envoie à peu près, il y avait quoi? Il y avait 70 Nerf pour tout l'espace de Ouais, coworking. Donc, tu reçois ça, tu vois, t'es débile, ah, tu fais de la ouais, merde. évidemment. Et c'est là où, voilà, il m'a répété plein de fois, mec, il faut que tu te lances sur YouTube, il faut que tu fasses un truc, ça peut trop bien marcher, etc. Et moi, j'avais un problème avec mon visage, j'acceptais pas ma voix, il y avait plein de choses, Et tu en même vois. temps, tu faisais des vidéos quand tu étais plus jeune aussi. Et je faisais des vidéos quand j'étais plus jeune, mais voilà, il y a toujours le passage à l'adolescence qui est pas souvent très très Mhm. bon pour s'accepter. Et finalement, il m'a parlé d'un mec qui s'appelle Casey Neistat, qui est un peu mon mentor américain, mon modèle. C'est un célèbre YouTuber qui est passé de, allez, 500 000 abonnés à 11 millions en 4 ans. On peut dire un C'est peu un mec que c'est lui qui a inventé enfin pas inventé, mais qui a posé un peu le format vlog sur YouTube. exactement, exactement. Et en fait, vu que je voyageais beaucoup, mon pote Vincent, il m'a dit, mec, tu voyages tout le temps, tu reçois tout le temps des trucs, t'as une vie qui est entre guillemets atypique et ça se raconte. Il y a des choses, voilà, à filmer, etc. Donc, j'ai tenu 4 mois. Pendant 4 mois, je lui ai dit non, 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 jamais, jamais, jamais. Et un beau jour, Mini m'invite à Londres pour une OP. Je prends mon iPhone, je teste une première vidéo. J'en suis pas fier, mais je me dis, je montre à mon pote Vincent. Il me fait, mais c'est trop bien, vas-y, lance-la. Donc, je la lance à demi-mot, donc je la partage à mes amis sur Facebook. Et là, je me dis, ok, si je reçois un commentaire négatif en mode c'est de la merde, j'arrête. Ah Et oui. finalement, j'ai reçu que des bonnes vibes et je me suis dit, tiens, bah, ok, on met cette vidéo sur YouTube, qui est dispo sur YouTube d'ailleurs, ma première vidéo. Et ça s'est fait un peu comme ça, tu vois. Ça s'est fait, alors, pas naturellement parce que mon pote m'a un peu forcé la main. Du coup, je le remercie aujourd'hui parce Mhm. que, tu vois, c'est lui qui a un peu Bah changé ma ouais. vie aujourd'hui. Mais ouais, j'ai eu ce moment où ça a été compliqué parce que j'avais ce côté hyper excitant de tiens, je fais une première vidéo qui a été à Londres. Deuxième vidéo, je pars en Roumanie. Troisième vidéo, Roumanie. Quatrième vidéo, Roumanie. Donc j'avais des Mhm. voyages. Je faisais des trucs encore de ouf. Donc c'était pour tester des caisses, on faisait du drone, etc. Ensuite, il y avait Pokémon Go. Donc à chaque fois, il y avait des trucs de ouf à raconter. Et petit à petit, la rédaction et puis oui, comment dire, ça me faisait plus kiffer. Donc, au lieu de passer 20% sur les vidéos et 80% sur Piwi, bah, en 3 mois, c'est passé de 80% sur les vidéos à 20% à Piwi. Sauf que l'enjeu était compliqué. Piwi me faisait vivre et YouTube me faisait absolument pas vivre parce que je sortais 3 vidéos par semaine, je faisais 200 vues et on va dire que c'était compliqué de faire comprendre aux gens que j'étais persuadé que ma chaîne YouTube allait prendre.
alors que je faisais genre 200 vues par vidéo. Et finalement, tu vois, c'est là où c'est hyper important de croire en soi, de jamais perdre, jamais perdre de vue ton objectif, parce que finalement, j'ai tenu 6 mois où je faisais 3 vidéos par semaine, où vraiment je carburais de ouf. Au bout de 6 mois, j'ai l'armée qui m'a contacté, le 35e régiment d'infanterie à Belfort, qui m'a dit: Julien, on aimerait que tu fasses une immersion au sein de l'armée de terre pour présenter un petit peu l'armée façon vlog, et pour montrer qu'une personne lambda peut très bien faire l'armée. Et l'objectif, c'était le raconter. Donc j'ai accepté, et finalement, tu vois, j'ai sorti 2 vidéos qui ont totalement transformé ma chaîne, qui l'ont fait passer de genre 500 abonnés à 15 000 en quelques mois. Les vidéos ont fait un peu plus de 200 000 vues chacune. Et le format immersion est né. Cette envie, tu vois, de raconter une histoire, de prendre les choses un peu plus différemment, etc., etc. Et c'est ce qui a fait que finalement, les 24 heures du Mans se sont intéressés à moi. Je leur ai vendu ma première vidéo sponsorisée quelques mois après, et la machine était lancée. Ok. Et donc tu vois, voilà, c'était vraiment une période assez incroyable où je savais pas où j'allais, mais j'y allais, et finalement, tu vois, j'ai tout fait pour provoquer ce que certaines personnes peuvent appeler de la chance. Moi, j'appelle pas ça de la chance, mais plus une opportunité que tu te crées. du travail. Parce que si j'avais pas sorti 3 vidéos par semaine, ça serait jamais arrivé. Si j'avais pas filmé mes délires avec des nerfs où je tirais sur tout le monde dans le coworking, il serait pas arrivé, parce que l'armée, ils m'ont dit: on sait que tu fais du sport, on sait que tu tires sur tout le monde au coworking, donc t'as certaines notions de tir, etc. Et tu vois, tout ça fait que tu te crées tes propres opportunités. Et voilà, et je suis assez fier, tu vois, d'être allé à l'encontre de toutes ces personnes qui me disaient: mais mec, tu fais quoi, YouTube, ça te sert à rien, t'as ton blog à côté, tu fais de la merde. Bah non les gars, je fais pas de la merde, parce qu'aujourd'hui c'est mon métier et j'en suis fier, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que y a quand même parce qu'en fait pourquoi je fais ce podcast, c'est comme un peu mes vidéos sur YouTube ou sur mon compte Instagram. En gros, c'est l'idée de faire une sorte de journal de bord, tu vois, qui me sert de thérapie sur ce que j'ai envie de faire, pourquoi je le fais, mes projets, etc. Tu vois. Et du coup, j'ai envie d'interviewer plein de gens comme toi et comme Alex Viseo pour justement apprendre et poser les questions qui sont intéressantes pour moi, et j'espère pour d'autres gens. Et la dernière fois avec Alex Viseo, justement, il nous disait que en fait, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, tu vois. C'est qu'en fait, faut pas y aller, et que le plus important, c'est d'avoir ses convictions et d'y aller. Si on y croit, c'est que c'est le bon chemin. Tu vois, il faut vraiment s'écouter. Si on y croit, c'est le bon chemin. Et j'ai l'impression que tu as un peu la même histoire que lui là-dessus. Et tu vois, lui, en ce moment, il est dans une période où il arrête justement le côté influenceur voyage pour se concentrer sur son business. Et ça me fait un peu penser à toi, ton blog, à l'époque où tu commençais à l'arrêter pour te mettre sur YouTube, et où tu devais avoir une pression un peu sociale, des gens qui disaient: mais attends, t'es dans une zone de confort, qu'est-ce que tu fais? Et au final, t'as bien fait de le faire, parce que on se rend compte que ça aurait moins bien marché, en tout cas via le trafic social, tu vois, et qu'aujourd'hui, YouTube, si tu décolles, parce que tu es quand même sur une période encore bien croissante, c'est grâce aux convictions que tu as eues au début, au travail que tu as fourni, alors que tu n'avais pas forcément des résultats énormissimes au début. Et en fait, le premier truc qui t'a montré que ça pouvait marcher, c'était du coup l'armée. Exactement. Ouais. Mais de toute façon, dans tous les choix que tu entreprends, quand tout le monde est derrière toi, il y a toujours un signe, toujours une petite lumière qui pointe le bout de son nez et qui fait: ok mec, t'as pris la bonne décision. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment lâcher les chevaux et y aller plus fort, taper le plus fort possible. Et c'est comme ça que tu arrives à accomplir des choses que tu ne pensais pas être capable toi-même. Tu dirais que tu as pris des risques quand tu as créé ton blog ou quand tu as créé ta chaîne YouTube? Pour toi, c'était quelque chose de risqué? Tu y pensais à ça? Ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Le seul risque que j'ai pris, c'est avec YouTube. Avec le blog, ça s'est fait hyper naturellement parce que j'étais encore étudiant. Ok. J'avais déjà une promesse de CDI en tant que community manager, etc. Donc,
Non, là, j'avais pas de pression. La pression, et c'était vraiment avec Piwi où, tu sais, t'as toujours cette phase cette courbe de vie d'une entreprise avec cette période de croissance, de maturité et de déclin. Et le déclin, ça fait toujours très très peur. Ouais. Puis c'est un peu Et comme la bourse, finalement, on sait jamais quand ça va arriver, quoi. exactement, exactement. Et quand ça t'arrive dans la tronche, tu flippes un peu. Et YouTube, il n'y avait pas de business model à l'époque. Et j'avais aucune compétence en vidéo, en photo, donc je pouvais rien vendre. Mhm. C'est pour ça que, ouais, c'était un choix. Là, c'était clairement lié à l'émotion et à une certaine envie et à un kiff, une volonté de kiffer. Et ouais, là, c'était la première fois que je me disais, tiens, mec, tu prends vraiment un risque, surtout quand t'as tout le monde qui te dit, mec, enfin, tu fais quoi là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des vidéos qui font pas de vues? Ça va te servir à quoi? Mhm. Je me rappelle encore tous ces gens qui me disaient ça. Bah, Aujourd'hui, voilà. ils te disent plus ça. Non. Et les modèles de rémunération, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur Piwi, au final, en fait, sur YouTube et sur Piwi, c'est entre guillemets un peu la même chose. Tu as à la fois du contenu sponsorisé par des marques et à la fois la publicité qui te rapporte de l'argent. Sur les deux, c'est à peu près le même système. Ouais, exactement. À la différence près que aujourd'hui, YouTube, je me vends plus comme une boîte de Ouais. production où voilà, je me vends, enfin, je vends mon temps de travail et je Et ta l'associe. créativité, du coup. Et ta Comment? créativité aussi en photo, en vidéo, ta patte artistique, Ouais, quoi. aussi. Aussi, ouais. Bah, je sais que quand on me demande une photo, c'est pas genre je viens, je me pose et c'est parti. Non, il y a toute une démarche de réflexion, de brainstorming, d'écriture aussi, parce qu'il faut bien penser à ton image, à ce qu'elle va raconter comme histoire. Faut trouver le spot. Une fois que tu es sur le spot, faut faire du repérage. Ensuite, faut shooter différents angles. Est-ce que tu as besoin d'un modèle? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as besoin d'un photographe? Est-ce que c'est toi le modèle? Ensuite, il y a l'édit, il y a plein de choses. Donc, une photo, finalement, ou une série de photos peut très vite prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que tu vois, quand on me dit, bah, Julien, on t'invite 4 jours à tel endroit, ok, moi, je vends 4 jours de Mm. travail Oui. avant tout. Chose que je faisais pas avec Piwi parce que c'était plus un article sponsor, ça vaut tant, un tweet, ça vaut tant, Mhm. une production en brand content, ça vaut tant, etc., etc., tu vois. Ouais. Donc tu t'es un petit peu adapté quand même. Et d'ailleurs, je viens de penser que on a un peu loupé la question tout à l'heure de comment tu fais toi pour être au courant des nouveaux formats qui sortent et comment tu t'adaptes, comment tu sais que c'est les bons choix que tu fais. Yes. Alors, c'est vrai que le marché de l'influence, ça évolue très vite, Mhm. mais on a la chance de ne pas avoir beaucoup d'acteurs, tu vois. Ok, il y a TikTok qui fait une percée absolument fantastique. Je sais plus combien de millions d'utilisateurs ils ont en En France, mais je crois 2019, qu'ils il me semble ont que c'est la deuxième application après WhatsApp la plus téléchargée, mais tu vois, sur 2019, quoi. alors, peut-être en pénétration ou quelque chose dans le Mhm. genre. Euh, mais du coup, ouais, on a la chance de ne pas trop avoir de nouveaux acteurs. Et comment dire, je fais pas vraiment une veille, tu vois. C'est plus enfin, je lis bien sûr les articles, j'ai des applis, tu vois, genre Flipboard, etc., que je consulte un petit peu. Enfin, j'ai plus la même veille qu'avant, Mhm. tu vois. Ouais. J'ai plus la même veille Puis vous qu'avant. discutez. J'utilisais énormément Twitter, Ouais. où je suis aussi des influenceurs américains, genre MKBHD, Mhm. Casey, Peter McKinnon, etc., etc., qui font aussi sortir des tendances ou des Ouais. nouvelles applis, ou nouveaux modes de fonctionnement, ou Sarah Dietschy, ou voilà, ces personnes dans ce mood tech, etc., etc. Mais sinon, ouais, je passe beaucoup moins de temps sur la veille qu'avant. Je passe beaucoup plus de temps sur la veille d'un point de vue Mhm. créatif. Et puis entre créateurs, À regarder des documentaires, des documentaires, des documentaires, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos de collègues youtubeurs sur plein de choses, tu Mhm. vois.
pas nécessairement que sur la vidéo, pas que sur la vidéo ou sur le voyage, mais sur plein de choses, sur la cuisine, sur l'automobile, parce qu'il y a plein de modes de pensée, de réflexion qui sont bonnes à prendre. Donc voilà, la veille au niveau, comment dire, au niveau plateforme, concurrent, etc., loi, je le fais pas trop, je le fais plus trop en tout cas. Mais je passe beaucoup plus de temps à me nourrir, moi, d'un point de vue créatif, tu vois. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que entre créateurs, j'imagine aussi que vous échangez pas mal, tu vois, sur les, entre guillemets, les bonnes pratiques ou les choses qui fonctionnent mieux que d'autres, etc. Ouais, un petit peu. Ouais. Ça dépend. Moi, je fais énormément de voyages avec d'autres créateurs. Mhm. Si, c'est quand même lors de ces voyages, tiens, qu'on dit, tiens, bah lui, ça a bien marché. Non, je l'ai pas vu. Montre-moi. Euh, c'est vrai que c'est hyper important, tu vois, d'avoir ce contact avec d'autres gens. Mais après, ouais, on n'en parle pas tant que Ouais. ça. Tu vois, quand on se parle. Enfin, on est tous plus ou moins potes. Mhm. Mais ouais, c'est plus quand on se voit, tu vois, où voilà, on parle de certaines campagnes qu'on a vues, ou le meilleur, tu vois, ce que j'adore, c'est concevoir des campagnes avec d'autres créateurs Mhm. euh, et brainstormer autour de ce qu'on peut faire, autour de quelle marque on peut le faire. Et c'est là où, genre, tu vas très très loin dans ta démarche créative, Ouais, quoi. parce que chacun apporte un petit peu de sa part, quoi. Euh, Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure du coup de l'armée qui a été ta première grosse immersion. Tu as eu un format du coup un peu phare sur ta chaîne qui était le format immersion, où tu as fait pas mal de choses. T'es allé dans un casino, t'as fait une immersion chez des agriculteurs avec Candia, t'as fait pas mal de choses. Et à côté de ça, t'as fait quand même des choses assez exceptionnelles, des choses que la plupart d'entre nous ne feront jamais. T'as été électroyé sur le Mont Blanc, t'as passé le test des pompiers de Paris, voilà, t'as fait des projets à moto, etc. Enfin, t'as même fait ta moto Café Racer que t'as créé là, qui n'était pas en partenariat avec une marque, qui était simplement, on va dire, un délire personnel. Bon, il y a quelques marques qui sont greffées au projet, je Oui, vais pas te le gâcher. au cours du projet, mais à la base, Voilà, c'était pas un à la projet base, non. euh, étudié avec une marque, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, tu as fait quand même pas mal de choses exceptionnelles. Et là, cette année, tu as annoncé sur ta dernière vidéo, alors je sais pas quand le podcast sortira, si c'est vraiment la dernière vidéo, mais tu as annoncé que tu faisais un nouveau concept sur ta chaîne qui s'appelle Bucket. Et je voulais que tu nous Yes. en parles un peu, que tu nous présentes un peu ce projet, que tu nous en parles. Alors, le projet bucket, il est simple. C'est un mot qui est tiré d'une expression qui s'appelle bucket Mhm. list. Donc, la bucket list, c'est le nombre de choses qu'un individu veut réaliser dans sa vie, avant de mourir, on va dire. Donc, on a tous, en fait, des envies, un top 10, un top 50. Je sais pas, quel est ton top 2, par exemple, Alexis? Je sais pas, mais comme ça, j'y ai pas réfléchi. C'est vrai que dit comme ça, je sais pas, ça peut être des voyages, ça peut être plein de choses. Et finalement, tu vois, enfin, j'ai, j'ai jamais pris le temps en 3 ans de penser un petit peu d'un point de vue marketing à qu'est-ce que ma chaîne apporte. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je fais du vlog, je fais des tutos sur la vidéo, sur la photo, je fais des voyages, je fais des immersions, il y a beaucoup de choses. Et la personne qui arrive sur ma chaîne, bah, finalement, ça peut être un peu compliqué de comprendre qui est Julien Fabreau et quel est Mm. son univers et son environnement. Tu vois, Quand on te suit depuis c'est longtemps, quand on te suit depuis longtemps, on sait que tu es quelqu'un qui fait des choses et que du coup, tu es un peu inspirant. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Mais c'est vrai que pour quelqu'un de ouais, nouveau qui arrive et qui découvre tout ça d'un coup, ça fait peut-être une boulimie d'informations aujourd'hui, quoi. carrément, carrément. Mais c'est pour ça, tu vois, je me suis calé là l'été dernier. J'ai pris le temps de réfléchir à mon contenu, qu'est-ce qui apportait de la valeur, qu'est-ce qui plaisait aux gens, etc. Et je me suis rendu compte que c'était tous ces projets qui étaient, entre guillemets, inaccessibles, qui me prenaient le plus de temps en termes de production, en termes de conception, mais que moi me faisait kiffer. Donc l'enjeu, c'était vraiment trouver un projet, une sorte de dénominateur commun autour duquel vont graviter toutes les vidéos.
Et ça, c'était hyper compliqué parce que j'avais, on va dire, plus ou moins 4 ou 5 gros thèmes. Aujourd'hui, je le compile dans un seul projet qui s'appelle Bucket. Et la vocation de Bucket, voilà, c'est, comme je te l'ai expliqué, c'est chacune des vidéos doit répondre à l'une des cases de ma bucket list. Donc, j'en ai déjà accompli beaucoup. Comme tu l'as, enfin, t'as cité beaucoup d'exemples. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin et de concevoir des projets avec des marques pour les réaliser et réaliser des choses en fonds propres. Donc là, je peux te dire que la boîte à idées, Elle explose. elle est en train de déborder, d'exploser. J'ai mes 6 premières vidéos qui sont calées pour cette année. Je peux déjà t'en donner quelques-unes. Donc on a. Est-ce que c'est une info exclusive? Ouais, c'est plus ou moins exclusif, on va dire. Mais donc c'est des voyages que j'ai déjà réalisés en 2019 dans le but de les sortir en 2020 dans le cadre de ce projet. Qui a traversé la Nouvelle-Zélande en van. Il y a découvrir le Machu Picchu au Pérou. Il y a gravir le premier basecamp du Tibet. Il y a passer les tests des pompiers de Paris. Il y a apprendre la moto sur circuit avec un champion du monde. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a plein de projets qui sont dans les cartons et qui sont en attente de validation côté marque. Mais à chaque fois, tu vois, l'objectif, voilà, c'est pas vendre pour vendre, c'est vraiment concevoir des opérations avec des marques qui me sont chères et qui ont des valeurs connexes aux miennes et avec lesquelles je peux emmener le spectateur vraiment dans un mood bien particulier. Et les moods, tu vois, ça s'articule autour du voyage, autour des images époustouflantes, autour des immersions, autour des expériences assez folles que je peux vivre. Et crois-moi, il y a beaucoup de choses qui vont être cool cette année côté YouTube. Et aller sur la Lune, ça fait partie de ta bucket list? Ça, c'est le top 1. Bah, si la NASA nous entend, je doute qu'ils écoutent le podcast. Mais... Alors, je vais faire une annonce. Si Coca-Cola m'entend, j'aimerais beaucoup faire le vol parabolique dans la stratosphère pour l'éviter le temps d'1 minute. Ça, c'est vraiment un des trucs que je veux faire. D'ailleurs, je vais peut-être leur envoyer un mail suite à ce podcast en mode coucou les amis. Coca-Cola ou une autre marque, je sais qu'il y en a qui l'ont fait avec d'autres marques, mais le vol parabolique, ça a l'air d'être quelque chose de fou. Voilà. On va dire que c'est la première étape avant d'aller sur la Lune. Alors, si je comprends bien, donc ce nouveau projet, en fait, ça va te permettre de structurer un peu ton contenu sur YouTube, mais dans le fond, dans les grandes lignes, en tout cas dans ta ligne éditoriale, dans les valeurs que tu véhicules et dans ce que tu es, ça va pas fondamentalement changer. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on peut retrouver le format immersion dans cette bucket list? Ouais, carrément. Carrément, l'objectif, c'est même aller encore plus loin, tu vois. Toutes les immersions que je fais, c'est des immersions qui prennent plusieurs épisodes. Parce qu'il y a énormément de sujets à aborder. Par exemple, tu prends la Marine nationale. J'ai passé 3 jours sur une frégate en pleine mer dans le but de raconter une histoire et de vivre 50 millions d'expériences. Peut-être pas 50 millions, mais il y en avait au moins 5 ou 6 qui étaient vraiment très très fortes. Genre tirer un missile ou faire un entraînement avec les marins pompiers à bord alors qu'on met en quarantaine toute la partie d'un bateau, qu'on injecte de la fumée, on respire avec les masques à gaz, etc. L'objectif, tu vois, chacune des immersions, c'est raconter une histoire en plusieurs épisodes. Et bien sûr que pour le projet Bucket, il va y avoir des gros projets qui vont découler en plusieurs épisodes. Et ça, ouais, j'y apporte un point d'honneur là-dessus. Okay. Normalement, pour terminer le podcast, je pose une question qui est quel est le déclic ou le conseil que tu aimerais transmettre aux autres par rapport à ton vécu, tu vois, pour leur permettre d'avancer dans la vie. Mais tu as un petit peu répondu tout à l'heure, enfin tu as même carrément répondu tout à l'heure quand tu as dit, quand on parlait du bégaiement, etc., que ton déclic à toi, c'était de se rendre compte qu'en fait rien n'est impossible et qu'on peut toujours aller plus loin et que voilà. Toi, ton déclic, c'était de se dire que malgré tout ce qu'on peut avoir dans la vie, on peut aller plus loin. Enfin, on peut réussir ses projets. Ouais, c'est parfaitement ça. Et même, tu vois, j'ai envie de rajouter, il y a trop de gens qui pensent que ils peuvent pas.
ils peuvent pas y arriver. Ils peuvent pas parce que c'est compliqué, parce que ils connaissent personne, Parce qu'ils parce n'ont que pas l'argent, ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a toujours plein de raisons. ouais, ils vont pas trouver de clients, parce que si, parce que ça. Le meilleur conseil, Alexis, c'est sortez-vous les doigts du cul Ouais. et toujours penser que rien n'est impossible. Mais vraiment, rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Et ça, tu vois, je l'ai appris sur le tas, tu l'as appris aussi sur le tas. Il y a plein de personnes qui peuvent en parler, mais vraiment, le meilleur conseil, c'est ça, c'est se donner les moyens de réussir et jamais penser qu'une faiblesse est un frein. La faiblesse, c'est vraiment au-delà de ça, c'est un atout majeur dans la réussite d'un projet. Parce que c'est quand on est dans une zone d'inconfort qu'on sort littéralement les doigts Mhm. et qu'on va toujours chercher l'avant et que bah, c'est ici qu'on a les meilleures idées et que, enfin, comment dire, on est dans cette situation de stress qui nous force à donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et voilà. Ça me parle plutôt pas mal, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, comme tu as... Ouais, je pense que ça te parle pas mal. Bah, on se connaît bien, c'est vrai qu'on parle souvent de ce sujet-là, de vouloir aller plus loin. Euh, du coup, comme tu as répondu tout à l'heure, j'ai eu une idée de question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. J'ai peur. Non, non, il n'y a pas à avoir peur. Si YouTube n'avait jamais existé, qu'est-ce que tu penses que tu ferais, toi, aujourd'hui? Bah, j'aurais mis bouchée double sur Piwi Ouais. pour développer le média et surtout, tu vois, j'avais une idée de, comment dire, de société autour de Piwi, créer de, une sorte un peu de galaxie autour de ce média Mhm. qui incluait plusieurs autres médias et une agence créa derrière pour proposer vraiment de la création de comment De dire? contenu? Ouais, c'était l'objectif, c'était un peu faire une usine de créativité Mhm. à différents niveaux. Et je l'ai pas fait parce que à l'époque, j'avais pas assez de coronesses et c'était compliqué de me lancer tout seul là-dedans, tu Ouais. vois. Ça, c'est un truc qui m'attire aussi, la création de sociétés pour produire de la valeur, non pas en influence, mais vraiment en production de valeur pour une société, sur de la vidéo, sur de la photo, sur, sur plein de choses. Il y a vraiment, il y a plein de choses à faire autour de ça. Et ouais, si YouTube n'avait pas existé, bah, je pense que puis oui, déjà, ça serait toujours en activité et surtout, il y aurait un bateau amiral à côté, Mhm. tu vois. Ouais. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine sur YouTube? YouTube, Julien Fabreau, Instagram, Julien Fabreau, Twitter, Julien Fabreau. C'est la répétition du message, hein, c'est du marketing pour que ça reste. Non, mais voilà, Julien Fabreau sur tous les réseaux et bah, je me ferai un plaisir de converser avec toi, petit auditeur qui écoute ce podcast. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, de répondre à tes questions. Bah ouais, pareil. Et je te souhaite plein de belles choses avec ce podcast qui, je pense, va être très cool, qui a beaucoup de beaux invités euh, dans le futur. Et il faut d'ailleurs que j'écoute le dernier que tu as fait avec Alex Viseo. Bah ouais, le tout premier ouais, que j'ai fait avec Alex Viseo. Moi, je mettrai des liens dans la description de l'épisode. Donc, si les gens veulent aller voir, vous allez dans les liens enfin, la description de l'épisode. Et puis, il y a les liens pour voir la chaîne de Julien. Notamment, je pense que je mettrai aussi ton Instagram. Euh, et moi aussi, bah, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, parce que des podcasts, t'en as pas fait non plus énormément. Je sais pas si tu as beaucoup de demandes, mais t'en as pas C'est le fait. troisième, je Ouais, crois. troisième. Mm. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'il y a tu vois, c'est que le deuxième, mais il y a déjà des points similaires entre Alex Viseo et toi dans votre façon de penser, tu vois, qui je Mm. pense sont assez intéressantes. Et en même temps, vous n'avez pas tout à fait non plus la même façon de fonctionner ou de réfléchir. En tout cas, sur les projets que vous faites, tu vois, c'est pas du tout les mêmes choses. Vous faites tous les deux du voyage, mais vous le faites complètement différemment, etc. Ouais. Mais dans les façons de réfléchir ou les façons de passer à l'action,
il y a des similarités et moi, c'est notamment ça qui m'intéresse en faisant ce podcast. Et j'ai eu des bons retours sur le premier épisode, donc je suis vraiment content. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Est-ce que je peux te poser une question? Pas de souci. Je pense que tu as eu le temps de réfléchir. C'est quoi ton top 2 de la bucket list? Allez, le top 2. Alors, mon top 2. Alors, je sais pas si c'est vraiment sous forme de bucket list, mais l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Fabien Olicard, qui est aussi quelqu'un que j'aimerais beaucoup interviewer dans ce podcast. Il expliquait en fait que dans la vie, on pouvait se définir des mantras pour savoir si on faisait les bons choix ou pas. Et en gros, comment on fait? On liste tout ce qu'on a envie de faire dans la vie, tu vois. Ça peut être passer du temps à jouer à la console, comme ça peut être aller sur la Lune, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, on va essayer de regrouper les idées par grandes thématiques jusqu'à en avoir 1, 2 ou 3 qui correspondent à un mot, tu vois. Et en gros, donc moi j'ai fait ce travail-là et mes 2 grandes thématiques, c'est liberté et plaisir. Tu vois, mes 2 grandes thématiques. Et ça veut dire qu'en fait, tout ce que maintenant j'ai comme opportunité dans ma vie, faut au moins que ça corresponde à une des 2 thématiques, liberté ou plaisir. Tu vois. Et je pense que un de mes tops dans ma bucket list, on va dire, ça serait de pouvoir voyager en travaillant. Enfin, de pas être forcément un endroit fixe. Tu vois, aujourd'hui, j'ai ma boîte, donc j'ai ma liberté au niveau de mes patrons, parce que c'est moi-même, etc. Et du temps et tout ça. Ouais. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir passer 2 mois à Berlin, 3 mois à Londres, etc., etc. Tu vois, voyager comme ça, mais travailler à distance. Et actuellement, comme je fais encore beaucoup de rendez-vous, je peux pas me permettre de trop bouger, mais l'idée, ça serait de consolider la boîte pour pouvoir recruter éventuellement un commercial qui fasse ça et du coup que moi je puisse faire juste de la gestion d'entreprise et à travers le monde. Ça serait éventuellement une bucket, un des points de la bucket qui m'intéresserait. Et un deuxième. Tu vas me dire la retraite Vipassana, j'en suis sûr. Non, ça m'intéresse, mais ça serait pas dans le top 2, je pense. Je sais pas vraiment. Si ça serait. Si, ça y est, j'ai trouvé. Parce que tu vois, YouTube, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de retournements, etc. J'ai commencé par du marketing digital et puis j'ai changé, etc. Donc je pense que ça serait avoir une chaîne YouTube très cohérente et qui correspond vraiment à qui je suis. Tu vois, et là j'y travaille pas mal en ce moment à faire ça, tu vois, j'ai beaucoup retravaillé ma ligne éditoriale, j'ai pas publié de vidéo pendant 5-6 mois pour justement retravailler ma ligne éditoriale et que ça me corresponde vraiment. Et tu vois, à travers ce podcast, à travers ce que je publie en ce moment sur Instagram ou ce que je publie sur YouTube, j'y suis pas encore vraiment les pieds dedans, tu vois, mais pas loin. Et je pense que ça fait aussi partie de ma bucket. Donc là, c'est les deux choses de ma bucket, voilà, que je mettrai en premier. C'est marrant, c'est un podcast inversé. J'avoue. Bon, merci en tout cas, Alexis. Merci beaucoup à toi. Et puis, retrouvez Julien sur les réseaux, allez voir ce qu'il fait, allez voir son travail si vous le connaissez pas. Et puis, si vous le connaissez, n'hésitez pas à passer à l'action. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et découvrir des nouvelles choses et vous épanouir dans la vie. Bim, mic drop. Merci. Allez, à plus. Merci beaucoup, Julien. Salut. Et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Peps. N'oublie pas évidemment de t'abonner, c'est ce qui aide le plus le podcast. Et puis ça te permet aussi de ne pas louper les prochains épisodes. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Alexis Pinault. Et du coup, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, n'hésite pas à passer à l'action et à réaliser tes rêves. À très bientôt.